Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir aujourd'hui parce que justement, Monsieur Arnaud Bicard est maître de conférence à INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, où il co-dirige le département de la langue et de la culture hébraïque et des études juives. Donc, Arnaud, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour notre huitième conférence. Arnaud est spécialiste de la littérature comparée et il applique la méthode littéraire comparée principalement au yiddish, le yiddish de l'époque de la Renaissance, ainsi que le yiddish de l'époque moderne. Parmi ses publications, je voudrais citer son livre tout récent qui a été publié en 2020, La Renaissance italienne dans les rues du ghetto, l'œuvre poétique yiddish d'Elie Levita. Donc les dates d'Elie Levita figurent dans le titre, 1469-1549. Donc le livre tout récent que je vous recommande euh, vivement. Et aujourd'hui, Arnaud va parler des modernismes yiddish. Merci Judith, merci. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de parler dans le cadre de ce séminaire et de vous présenter un peu cette partie de l'histoire yiddish et de l'évolution de la culture yiddish à la période récente. Nous allons de façon temporaire faire l'impasse sur la période classique de la littérature yiddish moderne. Classique, c'est le nom qu'on lui donne. On a désigné de façon presque volontariste trois grands auteurs comme étant les classiques de la littérature yiddish. Ces trois grands auteurs, c'est pour le plus ancien, le grand-père Mendelem Oycher Sforim, qui est le fondateur de la littérature yiddish, mais qui a joué aussi un très grand rôle dans la fondation ou la refondation de la littérature hébraïque moderne. Et les deux autres sont Sholem Aleichem et Yitzhak Leibush Peretz. Ces trois auteurs meurent pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est la grande rupture dans l'histoire et la culture du yiddish que je mentionne aujourd'hui. Le yiddish dont je vais parler, donc, puisqu'il s'agit ici du yiddish moderne, il s'agit bien sûr du yiddish oriental. Comme on l'a un peu évoqué hier, le yiddish occidental n'a pas survécu ou a très peu survécu après le 19e siècle pour des causes d'assimilation linguistique, en Allemagne en particulier, et dans d'autres régions germanophones. C'est donc le yiddish qui a été extrêmement vivant, dynamique et qui a été au cœur d'une recherche à la fois nationale, puisqu'il y a eu toute une série de projets politiques qui se sont construits autour du yiddish. Ce n'est pas l'objet de mon exposé. Moi, je vais rester dans le domaine esthétique et dans la question de l'art moderne tel qu'il s'est reflété et qui est incarné dans la langue yiddish. Mais ce que nous allons voir, c'est au début du XXe siècle, une culture qui s'invente et au même moment qu'elle s'invente, elle se révolutionne. Il y a quelque chose comme d'assez vertigineux dans la rapidité avec, avec laquelle la littérature et la culture yiddish a franchi les étapes du romantisme, pour être un peu bref, jusqu'à l'avant-garde, en l'espace de quelques décennies. Des phénomènes qui, dans des littératures plus établies, ont pris beaucoup plus de temps. Ce qui mérite aussi d'être souligné, c'est que lorsque l'on aborde cette culture et cette littérature, il faut retenir que toute la littérature
qu'on a mentionné hier, notamment Elia Levita, que je connais bien pour l'avoir étudié, donc ce grand auteur du yiddish ancien, toute cette littérature était plus ou moins oubliée. Elle n'a pas servi de base, où elle a été ensuite retrouvée au cours du XXe siècle, mais il y a véritablement une rupture. Lorsqu'on parle de littérature yiddish moderne, on en date la Renaissance aux alentours de 1860, avec l'apparition du premier grand journal en yiddish dans l'Empire tsariste qui s'appelle Kol Mevasser. Et donc, il y a une rupture et c'est comme une nouvelle époque, c'est comme un nouveau phénomène que je vous présente. Et lorsque vous aurez l'exposé d'Yitzhak Niborski, lui s'arrêtera de façon beaucoup plus détaillée sur toute la période 1860-1910. Moi, je vais surtout me concentrer sur ce qui a suivi, ce qui a légèrement précédé et suivi la Première Guerre mondiale. Alors, je vais commencer, comme vous le voyez dans le... Alors, j'avais mis un sous-titre à ma présentation, c'était « Quelle tradition pour quelle modernité ?» Parce que le problème qui se pose pour une littérature qui s'est développée à un rythme aussi accéléré, c'est qu'on ne peut pas véritablement faire table rase du passé. Lorsque je réfléchis au modernisme yiddish, j'ai bien sûr en tête des phénomènes extrêmement radicaux dans d'autres littératures, le futurisme en Italie et en Russie, le surréalisme en France. Et ça, ce sont des phénomènes qui ont eu une violence de rejet et de refus du passé telle qu'elle était impossible en yiddish, étant donné que se couper des classiques, c'était se couper la branche sur laquelle tous ces écrivains étaient assis. Il n'y avait aucune possibilité quasiment de totalement renier ce qui venait d'avoir été fondé et établi dans les décennies qui précèdent. On n'a pas l'équivalent, pour peut-être vous rappeler un épisode marquant du modernisme en France, lorsqu'Anatole France est mort, je crois que c'est en 1922, les surréalistes ont publié un pamphlet qui s'appelle « Un cadavre ». Donc un pamphlet d'une énorme violence contre celui qui a été vu comme le représentant de l'académisme littéraire, qui était pourtant un homme de modernité. C'est le type de mouvement qui n'était pas faisable et qui n'a pas été fait par les jeunes modernistes yiddish. C'est un peu à partir de cette problématique que je construis tout mon exposé. Au moment des avant-gardes, donc, il s'agit d'une littérature jeune. La cristallisation donc, du monde littéraire que je viens de vous présenter est récente. Les trois classiques de la littérature yiddish disparaissent au début, dans la deuxième décennie du XXe siècle, au moment où les avant-gardes se structurent. Et un point qui va nous accompagner dans tout mon exposé, c'est la question du caractère national de cette littérature. Nous sommes face à une population, si l'on prend sans doute l'ensemble de la population yiddishophone, sans faire de distinction sur leur lieu d'habitation, que ce soit en Amérique, puisque près de 2 millions ont migré entre 1880 et 1920 en Amérique. Si l'on prend aussi l'Empire austro-hongrois et l'Empire tsariste, on réunit tout cela, on a au bas mot 11 millions de personnes. Donc on a une population tout à fait, démographiquement tout à fait importante, qui se retrouve dans un monde en ébullition, secoué par notamment pour l'Empire russe, la révolution de 1905 qui a mis en avant
les réclamations non seulement socialistes et démocratiques du peuple russe, mais aussi les revendications nationales. Et le yiddish va faire partie en symétrie, de façon symétrique avec l'hébraïsme et le sionisme. Le yiddishisme va s'intégrer à un projet national et toute la littérature qui va être écrite dans cette langue sera dans la sphère plus ou moins étroitement liée, mais elle sera en rapport avec cette question. Qu'est-ce qu'écrire en étant un écrivain juif? Un écrivain juif et yiddishophone. Donc cette question de l'absence d'autonomie politique a un rôle fort à jouer pour comprendre ce modernisme. Je ne m'arrête pas sur les classiques, mais il est tout de même l'un des trois grands classiques que l'on doit aborder lorsqu'on traite de la question du modernisme, c'est Yitzhak Leibush Peretz. Il est le plus moderne des trois classiques. Il est celui qui a le plus essayer d'européaniser la littérature yiddish tout en l'ancrant dans ses traditions propres. Et cette dualité du message de Peretz a une influence qui serait difficile d'exagérer parce qu'elle est extrêmement forte sur toute une série de jeunes écrivains qu'il a véritablement accueillis dans son appartement de Varsovie dans les années 1890-1900 et qui ont grandi sous sa coupe et sous son influence. Parmi les traits de sa modernité, il y a sa volonté permanente d'expérimentation du point de vue formel comme du point de vue linguistique. Il s'est essayé à tous les genres, à la poésie, au récit et au théâtre. Et c'est surtout dans le théâtre qu'il va faire preuve d'une grande modernité. Et à côté de cet ancrage dans ce qu'il y avait de plus expérimental dans la littérature polonaise, la littérature russe de son temps, c'est un écrivain qui était extrêmement attaché à ce que la tradition juive ashkénaze avait à offrir. Et donc, il lance un appel à la tradition qui va bien sûr concerner non seulement la littérature yiddish, mais d'un autre côté, et ce n'est pas mon objet, ce problème traverse aussi toute la littérature hébraïque du temps, puisque que ce soit Bialik et Hadaham, ils essayent de savoir quelle tradition hébraïque utiliser, employer pour créer une nouvelle littérature moderne. Peretz donne une définition de la tradition qui est assez ouverte, assez vague. Il la définit avant tout comme venant donc des grands textes littéraires et de pensée, de philosophie de la tradition médiévale, de la tradition midrashique, de la tradition biblique, et aussi l'une de ses grandes sources d'inspiration, c'est le chassidisme, qui va jouer un rôle essentiel. Il y a dans son écriture une relecture ironique et souvent très intellectuelle de la légende chassidique. Voilà un extrait de l'appel de Peretz à cette rénovation. Armez-vous d'une bougie et allez chercher dans notre littérature de la tradition. Vous ne trouverez pas. Vous n'entendrez nulle part l'écho des voix sur le mont Sinaï. Vous ne verrez pas l'éclat de la présence divine sur les anges. La voix prophétique ne sait plus parler.
la Renaissance est arrêtée avec Reb Nachman de Braslav. C'est un discours qu'il a prononcé en 1912 et qui se nomme Was fehlt unserer Literatur? Que manque-t-il à notre littérature? Et donc, c'est un discours assez sévère, c'est-à-dire que Peretz avait une crainte, c'est que en se tournant vers l'étranger, et il faisait partie de ceux qui appelaient les jeunes générations à se tourner vers les œuvres des grandes littératures voisines, mais il avait peur que ce chant des sirènes des littératures étrangères fasse perdre à la littérature yiddish ce qui était ses racines et son essence. Et d'où cet appel qui se place au cœur même de ces expérimentations littéraires qui, encore, comme je vous le disais, sont des expérimentations d'une grande modernité. Ce qu'il y a sans doute de plus frappant et de plus moderne dans la création de Peretz, ce sont ces grands drames symbolistes. Et parmi ces grands drames symbolistes, il en est deux qui méritent particulièrement notre attention. Le drame qui s'intitule Banacht auf den alten Markt, la nuit sur le vieux marché, dont je peux vous recommander une traduction récente par Batia Baum, qui est parue l'année dernière aux éditions Medem, véritablement une façon merveilleuse de découvrir cette œuvre. Il s'agit d'un drame très influencé par ce qu'il y avait de plus moderne dans le théâtre de son temps. Un drame qui est construit un peu comme un poème dramatique, et pour cette raison, parce qu'il n'utilisait pas les formes traditionnelles de la comédie ou de la tragédie, c'est quelque chose qui a mis un peu de temps à être mis en scène. Il faut attendre une dizaine d'années avant qu'il soit pris en main par ce qu'il y avait de plus innovant comme metteur en scène de théâtre, notamment au théâtre d'État de Moscou en 1925, dont vous voyez ici une scène. Et c'est un texte, La nuit sur le vieux marché, où cohabitent les morts et les vivants, où chaque personnage représente une catégorie sociale ou une catégorie, euh, un type humain, et on a un dialogue entre il y a ce sentiment de décadence qui était très présent dans la littérature du tournant de siècle, qui apparaît nettement dans la scène que vous voyez, construite ici selon toutes les règles du constructivisme russe. Donc c'est une expérimentation théâtrale qui a inspiré et qui a été revisitée dans les décennies qui suivent. La littérature yiddish connaît une pluralité d'avant-garde. Il est impossible de faire un tableau qui soit généralisateur ou qui essaye de tout recouvrir, même si les tendances sont communes. Il faut avant tout faire une différence entre ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe en Europe de l'Est. Comme je vous l'ai dit, une population récemment immigrée est arrivée aux États-Unis en masse dans les années à partir de 1880, et le premier mouvement qui avait une figure d'avant-garde, qui avait une forme d'avant-garde avec tout ce que l'avant-garde suppose, c'est-à-dire une forme de reconnaissance collective, l'écriture de manifestes, la publication de revues qui servent d'étendard à une nouvelle esthétique. Donc ce premier mouvement naît sur le sol américain parmi de jeunes
poètes récemment immigrés, souvent qui travaillaient dans des sweatshops, dans les ateliers de confection ou dans d'autres métiers d'artisanat, donc, et qui, dans leur temps libre, se réunissaient dans les cafés du Lower East Side. On a appelé ce groupe dit Young, les jeunes. Alors, c'est eux qui ouvrent le bal de la grande période des avant-gardes, dont vous avez ici les dates, 1907-1924. À partir de 1924, ce n'est pas la fin du modernisme yiddish, loin de là, mais l'effervescence devient moindre et les difficultés des années 30 vont aussi porter un coup dur à ce qu'il y avait de véritablement programmateur de volonté d'écrire le futur dans les avant-gardes yiddish. Donc l'éclatement géographique va conditionner l'apparition de deux centres, États-Unis, Europe orientale, et ces deux centres communiquent, mais ils sont dans des situations socio-économiques très différentes. Le centre américain a une certaine stabilité que n'a pas le centre oriental, d'Europe orientale, et cela aura une très grande influence sur la forme poétique. Les influences aussi seront différentes. Les Jung que vous voyez sur la photo ici sont des jeunes gens qui vont se tourner, même si la grande influence pour l'essentiel d'entre eux, c'est le symbolisme russe. Ils s'opposent de façon frontale à la poésie yiddish telle qu'elle existait jusqu'alors, c'est-à-dire essentiellement une poésie qu'on a pu désigner comme prolétarienne, une poésie qui était une poésie de combat et qui reflétait, surtout aux États-Unis, la volonté d'obtenir des conditions de travail décentes et de structurer le mouvement ouvrier. Et l'un de ces jeunes Américains qui publiaient donc dans cette revue Yiddish, la revue qui a été publiée dans les années 1910 s'appelait justement Die Jung, avait ce nom. Et Siche Landoi, donc les jeunes, Siche Landoi, il dit nous refusons que la poésie, que notre poésie, que la poésie yiddish ne soit que le département des rimes du mouvement ouvrier. Ils veulent utiliser donc une forme d'engagement qui est celle de l'art pour l'art et une sorte d'esthétisation qu'ils empruntent au symbolisme russe. Mani Leib fait partie de ces auteurs et j'ai volontairement ici, je vous présente une œuvre qu'il a publiée en collaboration avec le peintre qui, lui, russe, El Lissitzky, pour nuancer un peu l'isolement des deux centres. C'est-à-dire que les écrivains de New York étaient en contact, bien entendu, avec les écrivains d'Europe de l'Est. Ils publiaient dans les mêmes revues. Ils s'écrivaient en permanence. Ils ont pu collaborer dans des projets éditoriaux, comme c'est le cas dans ce très beau poème, Yingel Zingel Chvat, qui est une évocation onirique de la jeunesse, de l'enfance de Mani Leib dans son shtetl de Biélorussie, et dans lequel nous voyons assez bien, c'est un conte qui est un conte pour enfants, mais un conte pour enfants d'un grand sérieux. Et il a été merveilleusement illustré en 1919 par El Lissitzky, à une période où il ne s'était pas encore engagé dans le constructivisme et dans l'abstraction. Et les témoignages livresques de ce type d'association dans les années qui suivirent la révolution russe sont très nombreuses.
Donc on voit dans ce livre non seulement un développement poétique américain, celui qui avait lieu dans le groupe des Junge, mais un développement esthétique d'Europe de l'Est pour présenter aux enfants, parce que les enfants étaient l'avenir, les enfants, d'où, encore une fois, ce rappel du projet national, parce que ce qui a créé ce type d'ouvrage et ce qui les a rendus possibles, c'est l'existence à Kiev de ce qu'on a appelé la Kulturliga en 1919. Et la Kulturliga est un projet qui est multidimensionnel. Il s'agissait non seulement de renouveler la culture juive par des traductions massives de la littérature mondiale, il s'agissait de donner la parole et la plume aux meilleurs écrivains et aux plus jeunes de l'époque, mais il s'agissait aussi de rendre possible l'éducation de toute une enfance qui n'avait pas eu le droit à une éducation yiddishophone. Et avec la révolution russe, l'espoir d'une éducation juive de masse a suscité également la publication massive de livres pour enfants. L'un des grands appels de cette génération, la génération qui a vécu le bouleversement de la guerre et qui se lance dans ce monde nouveau, c'est une volonté de désenclaver la culture yiddish. Je traduis désenclaver ce qu'un chercheur américain, Kenneth Moss, a appelé déparochialisation, la déparochialisation, si vous voulez, le fait qu'il faut que la littérature yiddish s'approprie la culture mondiale. Et c'est peut-être contre-intuitif parce que c'était un moment également de grand espoir national, mais cet espoir national était porté non pas par un retour ou un refermement sur les trésors du passé, mais vers une ouverture tous azimuts vers l'extérieur. Parmi cette appropriation, vous voyez ici une illustration de deux ouvrages traduits d'Andersen, dont l'un d'entre eux a été le fruit de la plume de l'un des meilleurs prosaïstes modernistes yiddish, Der Nister Kaganovich. Et l'illustration est encore une fois de El Lissitzky. Dans l'autre ouvrage, Margaritke, c'est une illustration de Yossif Tchaïkov sur une tradition de Lourier. Tout ce projet-là va multiplier les initiatives et le nombre de traductions dans les années 20 est double par rapport à ce qu'il existait déjà dans les années précédentes. Le bouleversement de la Première Guerre mondiale va également être un carburant essentiel à la naissance et au développement des avant-gardes et du modernisme yiddish. Il s'agit d'un traumatisme fort, d'un traumatisme souvent personnel, des écrivains essentiels de cette modernité comme Peretz Markish ou Uri Tzvi Greenberg ont été au front, se sont battus, ont pu assister à des pogroms, parce que la Première Guerre mondiale, ça n'est pas seulement une guerre qui a traversé, dont les fronts ont traversé en permanence le territoire du Yiddishland. Donc, tous les mouvements de population qui ont été souvent forcés, il y a des éléments de cette histoire qui sont mal connus, comme les centaines de milliers de Juifs qui ont été exilés par l'armée tsariste dans l'intérieur de la Russie, car l'armée craignait qu'ils soient des espions. Tous ces traumatismes-là s'accumulent et le sentiment d'une apocalypse proche est quelque chose qui va nourrir
toutes ces avant-gardes et tout ce modernisme. Et c'est la grosse différence entre le modernisme de New York et le modernisme d'Europe de l'Est. Cette dimension catastrophique qui traverse les revues d'avant-garde d'Europe de l'Est, en raison même de la situation géopolitique et sociale, cela ne se retrouve pas en Amérique, où de nouvelles avant-gardes apparaissent en 1919, avec un groupe très important, celui des introspectivistes, Insichisten, mais il s'agit d'avant-garde qui, justement, ne reflète pas la violence du monde. C'est une avant-garde qui, au contraire, est influencée un peu par les imagistes américains et qui se tourne vers la subjectivité, vers le rapport intime et intérieur du poète à la société et au monde contemporain. Et par un refus de se référer aux anciennes légendes du shtetl, donc un ancrage véritablement dans la perception contemporaine. Ça, c'est le côté américain. Mais le côté d'Europe de l'Est est beaucoup plus explosif, avec une rébellion qui déborde des écrits, qui déborde des publications, des revues qui sont souvent éphémères. La révolte va porter une créativité extrêmement forte. Les revues, alors ce sont souvent des courtes, des revues qui ont 2-3 numéros. On les appelle parfois small literary magazines, les petits journaux littéraires, parce que ils naissent de l'opportunité de rencontre entre les poètes. L'exemple majeur, c'est celui de la revue que vous voyez ici à l'écran, Haliastre, qui a été fondée en 1922 à Varsovie par trois des grands poètes de l'avant-garde, Melechavic, Peretz Markish et Uritzvi Greenberg. Cette revue a été de façon assez révélatrice, d'abord publiée à Varsovie et en 1924, un numéro est apparu à Paris avec une couverture de Chagall parce que le hasard des possibilités d'impression et d'édition ont fait que Peretz Markish se trouvait à Paris et qu'il a pu, avec l'aide d'Ozer Warszawski, faire paraître ce deuxième numéro. Parmi ces revues éphémères, on peut nommer, il ne s'agit vraiment que d'une poignée, il y en a des dizaines. Young Yiddish, la première peut-être, qui a été fondée à Łódź en 1919. Ringen, Divog, Albatros, la revue d'Uritzvi Greenberg, Haliastre, dont je viens de vous parler. Et à la même époque, nous n'avons en Amérique qu'une seule revue, mais celle-ci est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Les conditions matérielles en Amérique sont incomparablement plus faciles à affronter. Et INSIR est une revue qui publiera de façon régulière jusque dans les années 40. Donc qui est une revue qui fonctionne d'une façon très différente de cette effervescence d'Europe de l'Est. Comment la tradition s'incarne-t-elle dans ces revues et comment la rébellion ou la modernité s'incarne-t-elle? D'abord, malgré tout ce qu'il y a de déstructuré, malgré la rhétorique du blasphème qui traverse ces revues, la violence des vers, on y voit une présence du folklore qui est loin d'être négligeable. L'exemple que vous avez ici, encore une fois illustré d'El Lissitzky, c'est une légende composée qui reprend une vieille légende pragoise, composée par Moïse Broderson, le fondateur du mouvement et de la revue Young Yiddish à Łódź, qui a été une des figures essentielles dans sa ville de Łódź du modernisme yiddish, a animé des revues d'avant-garde, du théâtre de marionnettes. C'est lui, pour l'anecdote aussi, qui a
a lancé Jigan et Schumacher, que vous connaissez peut-être, les grands acteurs de Lodz qui ont ensuite eu une certaine longévité même en Israël. Donc le folklore n'est pas rejeté par cette modernité, mais il est transformé, il est déformé. Alors, Peretz est à l'origine sans doute de cette volonté et de garder le folklore et de s'y référer. Maintenant, la question qui se pose, c'est la façon dont on va l'utiliser. Broderson utilise une technique assez impressionniste. Il retraduit une ancienne légende, mais dans des vers qui sont des vers légers et qui sont très éloignés de la prose des récits traditionnels. Mais souvent, le folklore se trouve déformé ou réinvesti. Et là, on peut peut-être mentionner le rôle du théâtre que j'ai déjà un peu abordé avec la pièce de Peretz, mais une pièce comme le D-Book, qui en soi n'était pas très moderniste et Ansky n'était pas de nature un moderniste, a été vue et lue comme l'une des pièces les plus modernes qui soit. C'est sans conteste le plus grand succès de théâtre de l'entre-deux-guerres et même jusqu'à aujourd'hui. Et la pièce a pu être investie parce qu'il y avait de plus expérimental au théâtre. Elle a été représentée, si on se tourne du côté de l'hébreu, par Abima, qui s'était associé au grand metteur en scène Vartangov à Moscou en 1920. Elle a été ensuite portée par la Villeneuve Truppe, que l'on voit ici, je crois, qui, toujours dans des décors très constructivistes, et une impression, quelque chose aussi qui doit beaucoup au cinéma et aux représentations expressionnistes des années 1910 en Allemagne. Pour ceux qui ont vu le grand film de Waginski, le film Le D-Book de 1937, vous verrez que c'est un croisement véritablement de nombreuses influences esthétiques qui ont été portées par les avant-gardes. Et cette tradition, elle se rencontre dans la prose aussi. Un auteur comme Dernister, dont j'ai déjà parlé parce qu'il a traduit énormément de contes, écrit des nouvelles qui ressemblent ou qui imitent ou qui déforment les récits, les contes racidiques de Nachman de Braslav, avec un symbolisme, une allégorie qui rappelle l'allégorie kabbalistique de Reb Nachman. Un auteur comme Moïse Kulbak, qui plus tard deviendra l'un des grands représentants de la prose socialiste, mais avec une satire, un grain de sel lorsqu'il s'installera en Russie et malheureusement disparaîtra lors des grandes purges. Moïse Kulbak a commencé comme écrivain en prose par publier des récits qui mettent en scène les 36 justes, cette vieille légende chassidique, ces 36 justes sur lesquels les Lamadvovnik, sur lesquels l'épaule desquels le monde repose. Donc nous sommes en présence d'écrivains qui portent une tradition dans des formes extrêmement modernes, dans des récits extrêmement modernes, au début des années 20. Ensuite, le folklore, comme le montre ce personnage que j'ai tiré de la fresque des décors de Chagall pour le théâtre yiddish de Moscou, peut être renversé, comme ce personnage avec cette filine qui se retrouve tête en bas. C'est une tendance qui a été beaucoup exploitée par Moïse Broderson et un peu plus tard par un écrivain comme Itzik Manger qui a réécrit de nombreux
légendes midrashiques autour des personnages de la Bible, tout en les faisant agir et réagir comme s'ils vivaient dans l'Europe de l'Est du XXe siècle, ce qui crée une sorte d'étrange poésie pleine d'humour et un étrange décalage entre les matriarches et les patriarches et la vie du shtetl. On a aussi une réutilisation cette réutilisation du folklore va accompagner, disons, tout ce qu'il y a d'un peu. Je ne suis pas ici dans une définition étroite du modernisme. Des auteurs comme Itzik Manger, qui a surtout écrit dans les années 30, n'ont pas véritablement fait partie des avant-gardes, mais incontestablement, il se nourrit de ce qui a été fait dans les années 20 et de toute cette révolution. La tradition biblique, prophétique, est extrêmement importante dans le discours, même dans les discours les plus violents des poètes yiddish de l'époque. Voici ce que vous voyez à l'écran, c'est tiré de la revue Young Yiddish, donc de cette revue de Lodge, qui commence par nous sortons d'un tohu-bohu tempétueux, Sturmischer Tohu Vavohu. C'est leur description de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, aboutit à l'idée d'une nouveauté. Il est ici aussi question de Breshit Stillkeit, une tranquillité, un calme de Genèse de Bereshit. Tout l'imaginaire de la Bible et des prophètes vont se trouver incarnés dans cette poésie. Les imprécations et la violence trouvent aussi très facilement leur source dans des auteurs comme Jérémie ou dans les malédictions qu'on peut retrouver chez Isaïe. L'inversion du modèle permet aussi d'exprimer le blasphème, qui est très courant, et c'est à la fois une provocation, bien sûr, mais aussi un hommage, puisqu'il s'agit de faire vivre une tradition. Je vous en cite comme exemple ici un extrait d'un poème de Peretz Markish, très connu, qui s'appelle Dikupe, le tas, et qui représente, le tas est un tas de morts que le poète représente. Les morts ont été tués au cours d'un pogrom dans un shtetl d'Ukraine. Et voici ce que dit Markish en observant poétiquement. Alors, pardon, je reviens, voilà, j'ai sauté. Il dit « Au mont Sinaï, dans la coupe renversée du ciel, lèche la boue bleue, et soumis comme un chat dans une prière à moitié nocturne. » Alors malheureusement, sur mon écran, la dernière ligne n'apparaît pas parce que j'ai les contrôles de la réunion qui me la bloquent. Donc je vais vous la retraduire à partir du yiddish. Ça ne ressemblera pas exactement à ce que vous avez sous les yeux. La reine que constitue le tas crache à ton visage les 10 commandements. Crache à ton visage, Dieu, les 10 commandements. Vous voyez la force du blasphème et tout le poème, qui est un long poème d'une trentaine ou d'une quarantaine de pages, est sur la même tonalité apocalyptique. Et les formes de la tradition dans les avant-gardes yiddish vont également appeler à un investissement des traditions non juives. Et là, on a une utilisation assez intéressante et surprenante de ce désenclavement dont je parlais, parce qu'il s'agit plus que d'une ouverture, il s'agit aussi
de jouer avec l'étrangeté. On sait très bien que Jésus, si on le mentionne, appartient à ce qui est radicalement opposé à la culture yiddish et qui a au contraire fait subir à la culture yiddish ce qu'il y a eu de plus difficile au cours des générations. Et Uri Greenberg, dans Albatros, sa revue d'avant-garde, a publié ce poème en forme de croix. C'est l'un de ses poèmes les plus connus, Fahren Selem, devant la croix, où il s'adresse directement à Jésus et il lui dit: tu es devenu un être figé, frère Jésus, Bruder Yeshua, il l'appelle. Tu as 2000 ans de sérénité sur la croix. Autour de toi, le monde n'est plus. Tu as tout oublié. Cerveau paralysé, ne pense pas. À ta tête, un Magen David. Au-dessus du Magen David, les mains bénissantes des Kohanim. Au-dessous, des jardins de palmiers, d'oliviers, de cédratiers. Yeux paralysés ne voient pas. À tes pieds, un tas de têtes tranchées de juifs, des talis déchirés, des parchemins transpercés, des tissu blanc taché de sang. Encore une fois, c'est le pied de la croix que je vous lis ici, le pied de ce calligramme de Uritz Greenberg. Il a eu des soucis avec la censure. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a dû quitter la Pologne, parce que la censure n'a pas du tout apprécié ce poème. Mais cette appropriation n'est pas toujours polémique et c'est intéressant de voir à quel point elle s'est faite parfois sous la forme d'un jeu, d'une acclimatation ou d'une sorte de dépaysement volontaire de la vision du monde yiddish. Et là, je me tourne vers une poétesse, car les poétesses ont été parmi les plus originales et les plus innovatrices du point de vue de leur utilisation des fruits de l'avant-garde. Anna Margolin, qui a vécu surtout à New York dans les années 20, mais qui a beaucoup voyagé en Europe auparavant et qui, bien sûr, est née en Europe, à Brest, en Lituanie, Brest-Litovsk, enfin en Biélorussie. Et voilà comment elle commence le seul recueil de poèmes qu'elle a publié en 1929. J'ai été autrefois un éphème qui écoutait Socrate sous les portiques. L'ami de mon cœur, mon favori, avait le plus beau torse d'Athènes. Et puis César, un monde lumineux construit en marbre, moi le dernier. Et pour femme, je me suis choisi ma propre sœur, la fière. Et écoutez, couronnée de roses, jusque tard, près du vin, dans une paix exaltée. J'ai le même problème que tout à l'heure. Des paroles sur l'avorton de Nazareth et des histoires folles sur les Juifs. Nous sommes donc ici dans une sorte de projection et dans tout son recueil, Anna Margolin va jouer sur une sorte de transformation de sa personnalité, de son moi de femme. Elle va faire tous dans ce prologue programmatique à son recueil, elle va prendre tout ce qui est contraire à elle. La masculinité, la sagesse grecque, la force romaine et finalement, ce qui évoque un peu son propre état, c'est ces folies juives dont ce César écoute l'histoire en buvant du vin. Ensuite, parmi les formes de la tradition que l'on rencontre dans les avant-gardes, il y a aussi la question de savoir ce qu'on fait du passé littéraire récent. Et ce que je vous disais, c'est qu'on est très loin de l'iconoclasme total des surréalistes ou des futuristes qui brûlaient véritablement leurs aînés sur des bûchers parfois très malveillants. Les poètes yiddish, au contraire, sont obligés de négocier avec leurs aînés.
avec des personnes comme Peretz en particulier. Il témoigne d'un respect pour les classiques. Et ici, vous avez un exemple qui est tiré d'un poème de Broderson. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans toute cette poésie yiddish d'avant-garde, et il y a une utilisation extrêmement intensive de la composante hébraïque, surtout chez les hommes, beaucoup moins chez les femmes. Mais chez les hommes, la composante hébraïque, elle a été analysée notamment par l'un des grands critiques du temps, Max Ehre, comme donnant une sorte d'épaisseur et bien sûr un ancrage plus fort dans cette tradition de l'étude qui a été celle de l'enfance de tous ces poètes, puisqu'ils sont tous passés par le Cheder. La plupart d'entre eux sont passés par la yeshiva aussi. Et donc, Broderson dit à Peretz, la présence divine, dit Shrina, la Shrina, t'accompagne. C'est un poème qu'il lui a écrit en hommage après sa mort. Et des sons soupirs glissent, perlés des larmes de la sainte douleur de l'exil. Et ici, sainte n'est pas transcrit par le mot heilig, qui serait d'origine germanique, mais par kdushedik. Et kdushedik, on est dans tout à fait un autre ordre de sainteté. C'est la kedusha, c'est quelque chose qui relève presque du temple de Jérusalem. À côté de ces références extrêmement juives, ce que l'on doit noter, et vous l'avez sans doute senti, c'est que toute cette avant-garde et cette modernité est extrêmement éclectique dans son inspiration. Chacun, en fonction de sa jeunesse, en fonction de l'endroit où il a commencé à écrire, aura ses propres références. Voilà ce qu'écrit Meler Ravitch, l'un des membres de la Chaliastra, de la bande de Varsovie. De la bouche de Markish se déchaînaient Pouchkine et Mayakovsky, de celle de Greenberg, Rabbi Yehuda Halevi, Bialik et Mephisto. De la mienne, un mélange de Spinoza, Walt Whitman et Moishe Leibhalper. Et tous ces avant-gardistes disaient, nous ne soutenons pas d'isme en particulier, c'était la folie des ismes, futurisme, cubisme, constructivisme. Ils disaient, nous les accueillons tous, ils sont tous porteurs. Il y a véritablement un éclectisme volontaire et choisi. Nous sommes et futuristes, et expressionnistes, et impressionnistes. Enfin, la tradition littéraire, c'est déjà, je suis arrivé à ma dernière slide, diapo, la tradition littéraire est souvent détournée d'une façon encore plus subtile, c'est-à-dire que les écrivains anciens, alors que ce soit d'ailleurs des écrivains classiques ou des écrivains de folklore, vont être exploités de façon à transcrire une nouveauté comme à travers un négatif photographique. Et il y a une notion importante qui est celle de creative betrayal, une trahison créative, une notion qu'a mise en avant le chercheur David Roskis. Cette trahison créative, on la rencontre même dans les refus de ces écrivains. Ainsi, le chef de file de Inzir, des introspectivistes, Yankov Gladstein, disait « Hélas, avec combien d'amers dégoûts nous nous sommes précipités loin des arbres en prière. » Parce que la métaphore ordinaire sur les arbres qui se balancent au vent, depuis Mendele Moichersforim, c'était que ils sont enveloppés dans leur taleisin, dans leur talit, et ils sont en train de prier. C'était une métaphore rebattue. Eh bien, Yankov Gladstein, dans Inzir, disait « Nous nous en sommes éloignés, nous avons essayé de nous détourner de cette tradition-là en refusant ces métaphores faciles. » Mais un des plus intéressants modernistes, Moïse Kuhlbach, écrit dans son poème Reisen une intéressante légende, presque quelque chose qui ressemble vaguement à une épopée, sur une famille de juifs qui serait
des primitifs, des juifs qui connaîtraient 3 prières et qui vivraient en harmonie avec la nature. Et le mythe même de juif de la nature est quelque chose qui est contradictoire, c'est un oxymore. En représentant cet oxymore-là, il a fait preuve de modernité et c'est un détournement très subtil de ces vieilles habitudes littéraires.